Thank you very much. Merci. Ceci met fin à la première journée de notre conférence. Le TPY est convaincu que vous avez entendu beaucoup d'idées et qui donneront lieu à une ample réflexion. Cette nuit, nous allons reprendre demain matin, 9h30, et nous nous réjouissons déjà de votre venue. En attendant, au nom du TPY, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous voir demain. Merci. Now I'm waiting for one more panelist. He's there. J'attends le feu vert. Is everybody? You see? They like it so much, they come back. Ladies and gentlemen, if you could proceed. Mesdames, Messieurs, veuillez vous installer s'il vous plaît pour que nous puissions commencer. Soyez les bienvenus de nouveau à notre dernière journée de notre conférence consacrée à l'héritage global du TPY. Ce sera encore une journée longue et enrichissante. Et j'appelle votre attention, puisque nous allons commencer avec notre première table ronde de la journée, la table ronde qui porte sur l'interaction entre les procédures de common law et de droit romano-germanique au niveau des procès complexes, pénaux. Comment assurer l'efficacité et l'équité? Le président du tribunal, Monsieur le juge Patrick Robinson, prendra la parole en premier lieu. Il a eu l'occasion de présider plusieurs chambres et il travaille à la fois dans les chambres d'appel du TPY et du TPIR. Permettez-moi de présenter les participants à la table ronde. Je commence par la gauche vers la droite par rapport à vous. Par rapport à vous, je commence par Monsieur Klaus Kress, qui est professeur de droit pénal et de droit international à l'Université de Cologne en Allemagne.
Il a représenté, il a participé aux négociations portant sur la CPI. Madame le juge Gabrielle Kirk-MacDonald, qui fut parmi les premiers juges élus au TPY, qui est devenue présidente du tribunal en 1997 et qui a présidé la chambre du tout premier procès dont a été saisi le tribunal, à savoir celui de Duško Tadić. Elle a reçu de nombreux prix prestigieux et travaille aujourd'hui en tant que juge-arbitre au tribunal des compensations Iran, États-Unis. Monsieur le juge Alphonse Sori, qui est juge permanent du TPY depuis 2003, qui a commencé à travailler devant le TPY en tant que conseil de la défense. Le juge Ori a également siégé à la Cour suprême des Pays-Bas. Et enfin, M. Michele Papa, qui travaille à l'Université de Florence, en Italie. Il a été doyen de la faculté de droit et il est aujourd'hui professeur invité à la faculté de droit de l'Université de Columbia, New York. Je tiens à donner la parole pour commencer à son Excellence président du tribunal, Monsieur le juge Patrick Robinson. Comme vous le savez, bonjour, nous allons nous consacrer ce matin à l'interaction entre les procédures de common law et de droit romano-germanique dans les activités du tribunal, à la question de l'efficacité dans les procès dont nous sommes saisis. Le tribunal a contribué de manière très importante au développement du droit international pénal, du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, tant sur le plan substantiel que sur le plan de la procédure. La présente conférence se penchera sur la contribution aux deux niveaux que je viens d'énoncer, mais nous allons ce matin, lors de notre table ronde, nous consacrer avant tout à l'examen de la contribution du tribunal au niveau de la procédure. Nous allons avant tout examiner les stratégies qui ont été développées par le tribunal à travers les amendements apportés à son règlement de procédure et de preuve afin d'atteindre l'efficacité et l'équité dans ces procès. Également, nous allons nous interroger si l'interaction des éléments des systèmes de common law et du droit romano-germanique a contribué ou a en revanche entravé l'atteinte de ces objectifs. En 1945, le tribunal de Nuremberg a mené à son terme les procès menés contre 22 accusés en 11 mois, après avoir entendu 113 témoins et après avoir versé au dossier environ 100 000 documents. En contraste avec cela, les procès devant notre tribunal généralement prennent des années. Le plus long a duré pratiquement 5 ans. La raison principale de cette différence est un plus grand nombre de témoins qui sont cités dans les procès devant ce tribunal où, en moyenne, nous entendons des centaines de témoins qui viennent déposer au procès. À titre d'exemple, dans l'affaire contre Slobodan Milošević, environ plus de 400 témoins ont été entendus avant que le procès ne se termine de manière imprévue. À l'opposé, le tribunal de Nuremberg s'est reposé avant tout sur des éléments de preuve documentaires. Lorsqu'on ajoute à la durée des procès le coût du budget du tribunal, son budget pour les années 2011-2012 se monte à 289 millions de dollars américains, on comprend que des critiques soient adressées à la justice internationale pénale, comme quoi elle est longue, elle est lente et elle est chère. Mais très tôt
Au début de son fonctionnement, le tribunal s'est doté de procédures lui permettant d'accélérer sa procédure. Dès 1999, les chambres de première instance se sont vues attribuer les pouvoirs d'exiger de la part du procureur d'abréger la durée prévue de l'interrogatoire principal de certains témoins, de fixer le nombre de témoins et de déterminer le temps qui lui sera alloué pour la présentation de ces moyens de preuve. Le tribunal, face à ces critiques, invoquant la durée des procès en l'an 2000, a amendé son règlement de procédure et de preuve pour permettre le versement des éléments de preuve écrits ou de déposition qui remplacent les dépositions orales tant que les éléments de preuve concernent d'autres éléments que les actes et la conduite des accusés. C'est une mesure qui a été empruntée au système de droit continental. En 2003, le Conseil de sécurité a mis sur pied la stratégie d'achèvement prévoyant que toutes les enquêtes soient terminées en 2004, tous les procès en 2008 et l'ensemble des activités du tribunal en 2010. En réagissant face au nombre de critiques critiquant la durée des procès, à ce moment-là, le tribunal est devenu obsédé, je dirais, par des modalités d'accélération des procédures de ces procès. La chose la plus importante, la priorité dans les activités du tribunal ne concernait pas le droit substantiel, ne concernait pas les crimes essentiels, mais plutôt le règlement de procédure et de preuve. La priorité absolue n'est pas, à partir de ce moment-là, la définition du génocide ou de l'élément moral ou d'un crime contre l'humanité. Non, c'est en revanche, ce sont des mesures que les juges peuvent envisager afin de raccourcir les procès. Lorsqu'il s'agit de déterminer la liberté d'un individu, il n'est pas idéal, bien entendu, de fonctionner en tant que juge dans ce contexte-là. Et c'est encore une fois dans ce contexte-là qu'en 2006, le tribunal s'est doté de ce qui peut être considéré comme mesure la plus radicale permettant de gagner du temps, à savoir en donnant la possibilité à la Chambre de première instance de réduire l'envergure de l'acte d'accusation et des charges portées contre l'accusé par rapport à l'ensemble des circonstances pertinentes pour que les charges qui restent représentent de manière raisonnable les crimes invoqués à l'acte d'accusation. Pratiquement, en moyenne, il s'est agi d'une réduction d'un tiers de l'envergure de l'acte d'accusation dans le cas de chacun des procès. Le tribunal, qui est doté de pouvoirs quasi législatifs lui permettant de modifier le règlement de procédure et de preuve, l'a fait 47 fois depuis la première adoption du règlement en 1994, et cela surtout en répondant à ce besoin de développer des stratégies permettant d'accélérer ces travaux. Mais dans quel contexte juridique est-ce que cette activité très intense s'est-elle déroulée dans un contexte? Dans quel contexte juridique est-ce que ces modifications et ces amendements sont apportés? Quel est le système juridique sur lequel se base ce tribunal? Je suis membre du tribunal depuis suffisamment longtemps pour me rappeler le commentaire cuisant d'un auteur d'article dans London Times en 1999 qui a qualifié ce tribunal d'un tribunal de voyous qui fonctionne avec des règles trafiquées et qui puise dans un pot-pourri de différents systèmes juridiques de par le monde. J'estime que à la base du système juridique de ce tribunal, tel qu'il a été créé par le statut, se trouve le système de common law, de système accusatoire, avec un procureur indépendant qui est responsable des enquêtes et qui se dresse contre l'accusé.
Et de l'autre côté, la Chambre de première instance composée de 3 juges qui fonctionnent en tant qu'arbitre impartial entre les deux parties. Et il convient de dire d'emblée qu'avec le temps, les juges ont reçu des attributions plus importantes leur permettant de s'impliquer davantage, de jouer un rôle plus actif dans les procès. Et ce, avec pour objectif l'accélération de la procédure. Généralement, la présentation des éléments de preuve qui ont été réunis suit le système accusatoire, où ce sont les parties qui se chargent de cette partie du travail. Un procureur indépendant est responsable de l'enquête et de la poursuite des crimes. Le fait de réunir les éléments de preuve repose entre les mains du juge dans le système continental surtout. D'autre part, l'admissibilité des éléments de preuve se fonde sur un système de droit continental plus relâché. Les éléments de preuve sont admissibles tant qu'ils sont pertinents et probants. Donc, il est possible de verser au dossier des éléments de lui dire, tandis que cela ne serait pas admissible dans un système de common law, bien que je dois préciser que des exceptions à cette règle sont très nombreuses dans le système de common law. Par conséquent, nous sommes face à une interaction de deux systèmes juridiques à la base même du procès pénal. Le régime de rassemblement de la présentation des éléments de preuve et le régime de l'admissibilité des éléments de preuve. Il n'empêche que qu'il ne convient pas d'exagérer l'importance de cette interaction, puisqu'on pratique ni le système civiliste ni le système de common law n'existent dans leur forme pure. Ils empruntent l'un à l'autre et comme cela a été dit avec justesse, il est plus juste de parler de modèle dominant. Permettez-moi de mentionner quelques mesures qui ont été adoptées par le tribunal dans l'intérêt de la rapidité des procès dont il est saisi. En tant que règle générale, en application de l'article 89F, adopté en l'an 2000, la Chambre peut recevoir des éléments de preuve sous forme écrite dans la mesure où cela correspond à l'intérêt de la justice. J'ai déjà mentionné l'amendement du règlement en l'an 2000 qui permet le versement des éléments de preuve écrits ou de transcription de dépositions précédentes à la place de dépositions orales, à condition que ces éléments ne concernent pas les actes ni le comportement de l'accusé. Cette mesure qui est prévue à l'article 92 bis est une mesure très clairement de droit continental par rapport à la préférence que le common law a pour les présentations d'éléments oraux, des positions orales. Un élément intéressant de cette mesure est que la Chambre de première instance a la discrétion d'accorder le droit de contre-interroger. Si elle l'accorde, le contre-interrogatoire se déroule en application de l'article 92 ter. Ce qui pose la question suivante, est-ce qu'il est préjudiciable à l'accusé, à sa défense, de ne pas avoir, comme c'est le cas dans les systèmes de common law, le droit de déterminer s'il souhaite contre-interroger, même si cela concerne les éléments de preuve qui ne portent pas sur les actes et le comportement de l'accusé. Voyons maintenant l'article 92 ter qui a été adopté en 2006 qui prévoit le versement des éléments de preuve écrits ou de transcription de dépositions précédentes portant sur les éléments de preuve qui peuvent ou ne doivent pas nécessairement concerner les actes et le comportement de l'accusé, à condition que le témoin soit présent dans le prétoire, qu'il peut être contre-interrogé et qu'il atteste que les éléments de preuve écrits reflètent de manière exacte la déclaration du témoin et que le témoin répondrait de la même si on l'interrogeait. En l'an 2006, l'article 92 bis C a été réincorporé dans l'article 92 quater pour permettre le versement des éléments de preuve déclaration écrite ou de compte rendu
une déposition d'une personne décédée par la suite ou qui ne peut pas être retrouvée même avec des efforts suffisants. Ces éléments de preuve peuvent ou ne doivent pas concerner les actes ou le comportement de l'accusé, mais lorsque cela est le cas, ils peuvent jouer un facteur hostile au versement de tels éléments de preuve. Même si le recours aux déclarations écrites dans ce contexte a une tonalité de droit continental, de nombreux systèmes judiciaires de common law ont des dispositions semblables. En l'an 2009, l'article 92 quinquies a été adopté pour permettre le versement des éléments de preuve écrits ou de transcription des positions précédentes de personnes qui ont subi des pressions indues telles que menaces, voie de fait de subornation. Et enfin, la dernière mesure que je souhaite mentionner est le constat judiciaire. L'article 94A prévoit la possibilité de dresser un constat judiciaire de fait de notoriété publique. Cet aspect de constat judiciaire provient de nombreux systèmes judiciaires de common law, n'a pas été souvent utilisé devant le TPY et n'a pas suscité beaucoup d'arguments entre les parties. Ce qui est beaucoup plus controversé est le fait de dresser constat judiciaire de faits provenant d'autres procès, l'article 94B. Il s'agit de faits qui ont été jugés dans des affaires précédentes et qui n'ont pas été contestés en appel ou qui, en revanche, ont été confirmés par la chambre d'arrêt. À ce moment-là, il n'y a pas lieu de présenter ces éléments de preuve afin d'établir ces faits. Une fois qu'un fait a été accepté, se déclenche la présomption réfutable qui fait basculer la charge de la preuve sur l'autre partie. Donc, généralement, il s'agit de l'accusé, puisque 99% des cas montrent que c'est l'accusation qui demande que l'on dresse le constat judiciaire. Donc, ce qui découle de cette présomption réfutable est un débat très important sur la question qui est de savoir si cela viole la loi sur la règle de la charge de la preuve. Il n'empêche que la pratique du tribunal montre que de telles infractions ne se sont pas produites. De nombreux éléments de preuve ont été versés devant le tribunal dans de nombreux procès. Il n'est pas tout à fait clair quelle est l'origine du constat judiciaire. En fait, on pourrait dire que sa paternité pourrait être réclamé par différents systèmes, mais quels que soient les éléments de preuve de l'ADN, il semblerait que c'est en fait le système de droit continental qui est à l'origine de cette règle. S'agissant je commencerai par le fait que le tribunal est le premier depuis le tribunal de Nuremberg qui a eu lieu il y a 60 ans, où les procès sont déroulés il y a 60 ans. Deuxièmement, je tiens à dire que les procédures du tribunal ont eu le temps de mûrir. Et enfin, nous allons apprécier les travaux de ce tribunal au moment où il va pratiquement terminer ses activités. Que vont apprendre les générations futures des débats qui ont été entendus devant le tribunal? Le débat portant sur la différence entre le système accusatoire et le système inquisitoire tel qu'appliqué par le tribunal. Est-ce que ce débat est fructueux en lui-même? Cette même question peut être posée au sujet du débat qui porte sur le système du tribunal par rapport au rôle joué par le juge ou par les parties. Laquelle des parties doit être dominante? Les systèmes de droit national, est-ce qu'ils ont été bénéficiaires de ces procédures rapides ou est-ce que ce sera rejeté comme n'étant pas utile, comme étant inutile ou même pire, comme étant hostile aux objectifs du droit international pénal? La justice, l'équité qui doit
présidée, est-ce qu'elle a été compromise ou que ce soit par l'accélération des procédures du tribunal? Les droits des accusés, est-ce qu'ils ont été atteints par le changement de procédure, par l'accélération de procédure? L'ex-juge du TPY et juge fédéral aux États-Unis, Patricia Wald, s'est prononcée sur le rôle accru des dépositions écrites dans les procès devant le tribunal et résumé avec brio le heurt potentiel entre l'équité et l'efficacité lorsque elle s'exprime dans un article très bien rédigé et où elle dit, je la cite, quant à savoir si cette tendance ira jusqu'à mettre en péril les principes fondamentaux de l'équité, eh bien, ce sera sans aucun doute un argument qui sera entendu par les conseils de la défense dans les procès à venir. C'est un élément qui mérite que l'on s'y penche en profondeur, que des théoriciens et des praticiens l'abordent de manière détaillée. Les tribunaux internationaux, sous une forme ou une autre, existeront probablement à l'avenir. Leurs pratiques judiciaires doivent faire l'objet de supervision très attentive afin de garantir l'équité fondamentale, en particulier par rapport au fait qu'ils fonctionnent de manière isolée, qu'ils ne constituent pas partie intégrante de systèmes judiciaires nationaux ou qu'ils ne sont pas placés sous la supervision d'instances gouvernementales. Et dans un même temps, s'ils doivent s'acquitter de leurs fonctions uniques, on ne peut pas s'attendre à ce que ces tribunaux soient conformes à un code national spécifique de procédure pénale. L'on doit reconnaître qu'afin de travailler de manière digne, ces tribunaux doivent agir non seulement de manière équitable, mais également de manière rapide. Mesdames, Messieurs, c'est dans ce contexte-là que j'envisage d'aborder les 3 sujets que j'ai prévus pour la présente table ronde. Premièrement, mon premier sujet, je le présente comme suit. Il n'y a pas de principe de droit fondamental qui exige que le tribunal fonctionne tant dans le système de common law que dans le système continental. Il ne serait pas difficile d'argumenter qu'il faudrait qu'il fonctionne dans l'un ou dans l'autre système. Si c'est pour des raisons politiques que les tribunaux fonctionnent dans les 2 systèmes, ce ne sont pas des raisons juridiques qui l'ont imposé. Je souhaite que l'on examine donc ces tribunaux qui fonctionnent sur la base des 2 systèmes sont devenus plus efficaces que ceux qui n'appliquent qu'un système. Compte tenu des critiques qui ont été adressées, disons que depuis le conflit, que puisque le conflit s'est déroulé dans un pays de droit continental, que c'est le droit continental qui aurait dû être adopté. Le deuxième thème que j'ai retenu, qui doit faire l'objet de nos débats aujourd'hui, est comme suit. Le système appliqué au tribunal ne constitue pas un simple amalgame du système de common law et du système romano-germanique, mais des conflits entre le système de common law et du droit romano-germanique sont résolus en appliquant les principes d'équité. Et ainsi, le système n'est régi ni par les parties ni par les juges. Il s'agit d'un système qui est régi par l'équité. À cet égard, je souhaite aborder la question de savoir si
s'il est pertinent ou non de dire que le système du tribunal est celui du common law et du droit romano-germanique, parce que lorsque la Convention sur le droit politique et civil, les critères minimums ont été établis pour qu'il y ait un procès équitable, et ceci n'a trait à aucun système en particulier. Le troisième thème que je souhaite aborder aujourd'hui est comme suit. Le tribunal a été critiqué parce que ce tribunal a employé certaines mesures pour accroître son efficacité afin de répondre aux exigences de sa stratégie d'achèvement au détriment des droits de l'accusé à un procès équitable. Et des sous-ensembles, des sous-thèmes, quelle a été l'incidence de la stratégie d'achèvement sur l'équité et l'efficacité des débats ou des procès du tribunal? Est-ce que les mesures employées pour accélérer les procès, est-ce que ces mesures ont permis d'en accroître l'efficacité? Ces mesures ont-elles été dans le droit fil des dispositions du statut et de ses règles de procédure et de preuve pour réaliser l'efficacité de ces procès? Est-ce qu'il y a eu un compromis au niveau de l'équité de ces procès? Ou est-ce que ceci, au contraire, a permis de sauvegarder et de protéger les droits de l'accusé? À titre d'exemple, comment l'introduction de déclarations écrites en lieu et place de dépositions orales ont-elles eu une incidence sur les procès, surtout à la lumière de l'équité vis-à-vis de l'accusé? C'est tout ce que je souhaite dire en guise d'introduction. Et je dirais en rencontrant les membres de la table ronde ce matin, toutes ces personnes m'ont dit qu'elles souhaitaient que ce débat soit conduit de façon interactive, ce qui permettrait de donner beaucoup de temps à vous, Madame, Messieurs les participants, pour que vous puissiez poser des questions. Et je crois qu'ils m'ont laissé entendre qu'ils souhaitaient que ceci se passe de façon démocratique. Je ne suis pas en train de dire, en revanche, que les autres tables rondes n'ont pas fait preuve d'esprit démocratique. Mais il doit y avoir un temps pour un échange. Je vais tout d'abord demander à Madame le juge Gabrielle Kirk-MacDonald de prendre la parole. C'était une juge au sein de ce tribunal et cette personne a présidé le TPY au moment où je suis arrivée en 1998. Et cette personne a été très agréable à l'époque où j'ai commencé à travailler pour le tribunal. Et je vais lui demander de prendre la parole. Madame le juge MacDonald, je vous remercie, Monsieur le Président, Président Robinson, pour vos remarques fort agréables. Je souhaite dire bonjour à toutes les personnes présentes. Aujourd'hui, mes commentaires porteront sur 3 thèmes en particulier. Le premier, que constitue l'efficacité et l'équité? Et deuxième point, quels sont les moyens d'y parvenir? Et troisième point, comment pouvons-nous apprécier si oui ou non ces objectifs ont été réalisés au TPY? Je ne prétends pas avoir des réponses à toutes ces questions. J'ai quitté le tribunal depuis 12 ans maintenant. Mais toutes les fois que je prépare un discours dans le cadre d'une conférence comme celle-ci, je suis toujours convaincu que le tribunal sera reconnu par l'histoire comme une des organismes des Nations Unies dont les travaux ont été couronnés de succès. Et la raison pour laquelle je pense ça, parce que le tribunal n'a eu de cesse de
déployer des efforts pour accroître l'efficacité et l'équité des procès, à la fois pour les victimes et pour les personnes qui doivent répondre de leurs crimes devant le tribunal. Alors comment pouvons-nous définir l'efficacité et l'équité? Les catalogues ou la série d'atrocités qui ont été commises dans les années 90 en ex-Yougoslavie sont connues de tous. Et il faut se souvenir de ces événements-là lorsque nous pensons à l'efficacité et l'équité, parce que ces objectifs-là devraient être jaugés en fonction d'objectifs qui vont au-delà des objectifs judiciaires de tribunal. Et donc, il faut rendre justice au procès en appel. C'était un instrument de paix à l'origine, ce tribunal. Il a été créé par le Conseil de sécurité en fonction du chapitre 7, au moment où le conflit faisait rage. C'était un conflit qui impliquait des crimes, des exécutions en masse, des détentions systématiques, des viols de femmes et du nettoyage ethnique. Ainsi, le TPY est un organe judiciaire qui a reçu un mandat ambitieux, non seulement de juger la commission de ces crimes en contravention des droits de l'homme. Ce tribunal a eu pour mandat de maintenir la paix et la sécurité. Et c'était donc c'est une lourde tâche. Je suis d'accord avec le président de Monsieur le juge Robinson. Il s'agit tout à fait d'un modèle pour la justice internationale. Et sans l'ombre d'un doute, cependant, il y a eu quelques petits problèmes en cours de route. Le TPY ainsi que le TPIR ont servi de modèle. Et c'est le terme que vous avez utilisé, Monsieur le juge Robinson, pour les autres tribunaux, y compris la CPI, la Cour pénale internationale. Je suis également d'accord avec le président Robinson pour dire que la première jalon qui permet de savoir si le règlement de procédure et de preuve répond aux critères d'équité, c'est de regarder le statut et de l'interprétation du statut conformément au sens des termes qui sont utilisés dans ce document, dans le contexte qui est le leur et à la lumière de leur objectif. Les premiers juges ont été orientés par ces facteurs lorsque nous avons adopté le règlement de procédure et de preuve, ont été guidés par ces principes-là. Mais je vais parler, à mon sens, je suis assez ouverte à l'idée d'un mélange du système du common law et du droit romano-germanique, même si cela semble à première vue donner lieu à un certain nombre de tensions. Moi, je pense qu'il faudrait appliquer l'élément suivant. Si, compte tenu de toutes les circonstances, ces règles permettent des procès équitables conformément au principe de sui generis du TPY, par opposition à l'idée de répondre aux critères qui sont ceux des juridictions nationales. Ainsi, la manière dont nous abordons les concepts d'efficacité et d'équité ne devrait pas être influencée par nos propres systèmes juridiques, mais de savoir si l'accusé et les victimes ont reçu un procès équitable et efficace et juste en fonction des critères internationaux. Deuxième point, comment pouvons-nous réaliser l'efficacité et l'équité? Et sans l'ombre d'un doute, lorsque les juges se sont rencontrés pour la première fois en 1993, nous souhaitions évidemment nous raccrocher à nos systèmes juridiques nationaux, mais nous nous sommes débarrassés de cela et nous avons créé une institution internationale et nous avons rédigé des règles en ligne avec le caractère même du conflit pour avoir des procès équitables et justes pour répondre au principe du due process et du respect de la procédure. Nous avons donc utilisé des procédures utilisant les éléments de preuve. Nous avons admis que les violences et les sévices sexuels avaient un caractère généralisé. Il y a eu des modèles de comportement qui n'étaient pas simplement limité à la culpabilité de l'accusé. Ce sont des éléments qui ont été repris dans notre article 93. À l'instar de cela, la protection des victimes et la protection de l'identité des victimes des publics ont été adoptés. Nous avons compris qu'ils hésitent à venir témoigner.
La seule exception à ce que nous souhaitions pour un témoignage viva voce était d'autoriser des dépositions par voie de déposition où le contre-interrogatoire a été protégé. La question de savoir si oui ou non le tribunal pouvait organiser des procès par contumace a fait l'objet d'un débat houleux entre les juges et ceux d'entre nous qui étaient contre ont finalement eu gain de cause. Et je vais peut-être marquer une pause maintenant parce qu'hier, il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé du président Antonio Cassese. Ce que personne ne vous a dit, c'est que Nino était un combattant de la première heure et nous avons eu 15 rounds contre les procès par contumace. Lui n'était pas du tout d'accord avec moi et je l'ai mis KO. Mais ce n'était pas à cause du nombre de coups qu'il a perdu, parce que, comme vous le savez, Nino était un homme extrêmement déterminé et persévérant. Et donc, les procès par contumace sont revenus à l'ordre du jour et ont été remis à l'ordre du jour par le tribunal spécial du Liban dont il a été le président. Voici un de mes souvenirs de cet homme remarquable. Donc, je souhaite parler des modifications pour permettre de l'accélération des procès. Le règlement de procédure et de preuve ont été modifiés 47 fois, nous a dit Monsieur le Président Robinson il y a quelques instants. 47 modifications amendements. La dernière modification a eu lieu le 28 octobre. La grande majorité de ces amendements ont été faites suite à une analyse détaillée par les juges, des conseils de la défense et de l'accusation. Mais le règlement de procédure ont été modifiés pour d'autres raisons également. Pour l'essentiel, pour répondre à des pressions venant de l'extérieur, y compris par les Nations Unies. Ces modifications ont permis au tribunal, en tout cas, certaines de ces modifications, d'accroître l'efficacité et l'équité des procès. Mais ces modifications ont fait l'objet de graves critiques également. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces critiques-là. La plupart de ces critiques viennent du système de la common law. Par leurs critiques, surtout, portent sur les modifications apportées en l'an 2000, parce qu'il s'agit là d'une position qui s'écarte du principe de l'oralité. Et le Judge Wall, qui est un ancien juge du TPE, on s'écarte ainsi des règles de la common law sur la présentation des éléments de preuve. Et je me demande cependant si ces critiques savent que les États-Unis, dont le système juridique s'inscrit ou se fonde sur la tradition de la common law, a proposé en 1993, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, une règle qui autorise les dépositions écrites en lieu et place d'une déposition orale. Mais ceci ne comportait pas les facteurs qui existent maintenant dans le 92 bis. Il est vrai que les modifications permettent de circonscrire le principe de l'oralité. Ce qui est indéniable, c'est que dans la pratique, le témoignage viva voce reste l'élément de prédilection devant le TPY. Et pour déposer en vertu de l'article 92 bis montre que les juges de la Chambre de première instance et les juges d'appel sont particulièrement soucieux des droits de l'accusé et de l'équité du procès. Avant d'entendre le témoin, il est important de constater que les procès portés devant ces tribunaux portent sur de très nombreux faits et de très nombreux éléments, comme nous l'a dit M. le juge Robinson dans l'affaire Milosevic, puisqu'il y a eu 3 conflits allant de 1991 à 1991. À l'origine, il avait été dit qu'il y aurait 380 à 600 témoins. C'est ce qui avait été prévu. Par conséquent, la recevabilité de témoignages écrits
tenant compte des éléments apportés dans d'autres procès, et le 92 bis permet donc d'accélérer les procès et d'économiser sur un nombre de ressources important, puisqu'il s'agit en fait d'évoquer les faits jugés dans d'autres affaires concernant ces exécutions en masse. Il y a néanmoins un autre point qui doit être pris en compte, à savoir si les amendements sont en viole l'article 21 ou l'article 14 la Convention sur les droits civils et humains, à savoir sur le droit de contre-interroger les témoins. Et compte tenu de mon examen de la jurisprudence du TPY dans son ensemble, le tribunal a réussi à rendre ses procès beaucoup plus efficaces, sans faire le sacrifice des droits de l'accusé et du respect de la procédure. Le tribunal, maintenant, a un sentiment d'urgence en raison de la stratégie d'achèvement et la fermeture du tribunal, et en tenant compte des droits de l'accusé sans qu'il attend trop longtemps pour son procès. Et maintenant, nous avons ce que nous appelons la fatigue du tribunal. Le coût à payer pour la justice internationale. La rapidité des procès n'est pas motivée par les droits de l'accusé, mais ceci pourrait menacer l'intégrité des procédures et pour même porter tort au TPY. Voici donc la menace qui se présente à nous et qui pourrait avoir un incidence sur l'équité des procès, et beaucoup plus que ces règles de procédure et de preuve. Il y a maintenant 16 ans après les accords de Dayton, il y a une obsession avec cette accélération des procès, quelque chose sur lequel nous devons nous pencher, d'autant que les principaux acteurs du conflit sont maintenant placés en détention. Et la Cour pénale internationale, qui a beaucoup appris du TPY, devrait ne pas reprendre cette vision courte des choses. Ce qui importe, pardonnez-moi, je n'arrive pas à me relire. Je vais maintenant aborder mon troisième point. Comment apprécions-nous ou évaluons-nous si oui ou non ces objectifs ont été réalisés? Je vais parler de mon dernier point. Nous pourrons parler pendant des années de l'équité et comparer ce point entre le système du common law et du droit romano-germanique. Ce qui est important, c'est de savoir si le TPY a répondu à son mandat. Est-ce qu'il a eu une incidence sur les populations en question? Un des objectifs a été réalisé. Les meurtres généralisés, les viols et autres formes de sévices sexuels, de détention et d'expulsion ont été stoppés. Il y a eu une avancée importante et il y a eu plus qu'une cessation des hostilités. Il y a eu un véritable progrès réalisé pour une paix durable. Et nous avons entendu hier de Diane Ortlaka que les musulmans de Bosnie qu'elle a interviewés étaient reconnaissants envers le tribunal. Ils estimaient que sans le tribunal, on ne leur aurait jamais rendu justice. L'incidence des procès qui sont diffusés dans la région est quelque chose dont nous ne pouvons que trop parler. Ceci permet de mettre en lumière l'efficacité du tribunal et d'empêcher que d'autres hostilités ne se produisent, et montre à la population comment ces dépositions sont entendues et comment la population peut apprécier ces procès. La règle de droit est la meilleure façon de rendre responsables les hommes qui violent le droit international humanitaire. Le programme de sensibilisation ne fait que renforcer ce processus. Au début des années 1990, l'horreur que vivait la population en ex-Yougoslavie et la communauté internationale n'a pas agi et ne savait pas quoi faire, pour autant qu'il fallait faire quelque chose. Et le TPY est né suite à ces doutes et ces incertitudes. Lorsque nous sommes arrivés à La Haye, nous ne disposions de rien. Nous n'avions pas de budget. Et nous recevions des allocations mensuelles. Nous n'avons même pas de locaux. Nous ne pouvions pas recruter du personnel. Nous n'avions pas de centre de détention.
Et George Abitha était ici hier. Et voilà, vous êtes là-bas. Vous vous souvenez, George, lorsque Nino et vous-même et moi, nous sommes allés dans ce qui était le bâtiment Egon d'une société d'assurance. Et c'est là, pour finir, que nous sommes installés. Nous n'avions même pas de local. Ce dont nous manquions également, c'est de faire venir les personnes mises en accusation au tribunal. La force multinationale de protection de la presse n'a pas réagi parce que son mandat consistait simplement à séparer les parties et non pas à arrêter les personnes mises en accusation par le tribunal. Et il n'y a pas eu un seul personne accusée n'a été transférée ou déférée au tribunal avant le mois de juillet 1997. Donc, 4 ans après que notre création, les 11 juges qui ont adopté le règlement de procédure ont commencé à travailler dans ce climat d'incertitude. Donc, il y a de bonnes raisons pour lesquelles les tribunaux complexes doivent être efficaces. Néanmoins, il faut mettre en place un processus qui insiste sur le fait que le tribunal rend effectivement la justice, quel que soit le temps que cela prend. À mon sens, il s'agit là de l'élément le plus important. Et c'est à cette aune-là que nous serons jugés sur notre efficacité et notre équité. Est-ce que nous nous sommes trompés? Non, nous avons fait les choses comme il faut. Merci.